Et salut à toi les internets, nous sommes le 23 novembre et voici l'actualité de ce jour. Je suis Denis Verloès d'Écran Mobile et on y va pour l'actu. Un mémo interne que j'ai pointé pour toi chez développé.com, un mémo interne de Meta rapporte l'information qui elle-même était dans un article de CNN le 15 novembre dernier. Le mémo interne de Meta qui a fuité explique que, en tant que candidat à la présidence pour les prochaines élections américaines de 2024, le candidat Donald Trump peut désormais bénéficier d'une exemption de vérification des faits postés par Donald Trump sur Facebook. Dérogation que l'entreprise accorde à tous les politiciens en lice pour un mandat électoral. Notre approche est fondée sur la croyance fondamentale de Facebook en la liberté d'expression, dit la plateforme de réseaux sociaux, le respect du processus démocratique et la conviction que, surtout dans les démocraties matures où la presse est libre, le discours politique est le discours le plus scruté qui soit. De manière tout aussi critique, en limitant le discours politique, les gens seraient moins informés de ce que disent les élus et les politiciens seraient moins responsables de leurs paroles. Décidément, entre le retour sur Twitter et la possibilité de désinformer tranquillou sur chacun des géants du web, le boulevard se regoudronne sous les roues du Hummer de l'ancien président. On continue avec un article de la NPR, donc la radio nationale américaine, qui parle bien sûr forcément de Twitter et qui estime que Twitter a joué un rôle dans l'histoire de l'information et de l'actualité et que l'entreprise Twitter survive ou non au chaos actuel, l'histoire du tweet montre à quel point la plateforme est importante depuis que son cofondateur, Jack Dorsey, a transmis le tout premier message le 21 mars 2006. Au fil des années, Twitter a contribué à amplifier ou mettre en lumière des mouvements sociaux ou des causes politiques à travers le monde. On pense par exemple au printemps arabe ou aux manifestations actuelles pour les droits de l'homme en Iran, mais aussi par le Black Lives Matter ou le mouvement MeToo. Il a également servi de porte-voix aux paroles présidentielles américaines surtout, avec pour le meilleur Barack Obama, pour le pire Donald Trump. C'est un avis qui n'engage évidemment que moi. Il a également servi de porte-voix pour ses présidents jusqu'au rachat par Elon Musk. L'occasion pour la NPR de se rendre compte que si le réseau social à l'oiseau bleu n'est pas le plus populaire des réseaux au monde en termes d'utilisateurs, il est certainement celui qui restera le plus associé aux changements sociétaux de ces 20 dernières années. On enchaîne avec l'Arcom, le régulateur de la communication en France, l'ex-Arcep, et mixé avec le CSA, qui a exprimé, et c'est Reuters qui le signale, et là on voit un article de France 24 qui le rapporte, il a exprimé à Twitter sa vive inquiétude sur les aléas que la restructuration de l'entreprise occasionne depuis son rachat par Elon Musk. L'Arcom s'interroge aussi sur la capacité de Twitter à honorer ses obligations légales envers la France, notamment sur la lutte contre la haine en ligne. Dans une lettre adressée le 18 novembre au directeur général de Twitter, l'Arcom demande au président sud-africain de préciser au plus tard le 24 novembre qu'elle est bien en mesure, Twitter, de faire face aux obligations que la loi lui impose et de lui faire part de l'évolution à brève échéance des moyens humains et technologiques consacrés au respect de ses obligations légales envers la France. L'Arcom tente donc de faire respecter par Twitter la loi de 2018 sur la manipulation de l'information qui l'oblige de fait à coopérer avec les autorités en fixant des contraintes de moyens et de transparence en la matière. Mais rien ne remplacera Twitter, nous dit Wired dans un article malheureusement payant, mais que j'ai eu l'occasion de lire, qui revient en fait sur le principe que si Twitter devait finir par mourir, mourrait-il tout à fait, ça on en a déjà parlé, ou serait-il remplacé entièrement ou seulement en partie? Les actions de Musk ont suscité effectivement de nombreuses spéculations selon lesquelles Twitter cesserait bientôt d'exister en raison d'une faillite, d'une défaillance technique ou d'une combinaison des deux. Et si l'avenir de la plateforme est effectivement incertain, sa situation actuelle porte à l'extrême une des règles de les internets. Tout est en constante évolution. Nous sommes volatiles, nous usagers, dans notre utilisation des plateformes, passant de l'une à l'autre, parfois à l'insu même de notre plein gré, comme disait l'autre, et nos efforts pour remplacer ce que nous avons laissé derrière nous ne sont jamais entièrement couronnés de succès. Que nous bricolions une existence post-Twitter à travers une série de serveurs mastodons d'identité via Tumblr ou Discord, ou que nous transférions une partie de nos publications professionnelles ou à usage professionnel vers LinkedIn, aucune combinaison ne remplacera complètement Twitter dans sa capacité à être un produit unifié répondant à tous les besoins qu'on serait obligé de splitter entre les amis, le jeu, le fun, etc.
La valeur dérivée du dégroupage d'un produit, mettons pour le cas de Twitter, d'un côté le DM, le flux d'infos, la plateforme de microblogging, le diffuseur de contenu média et aussi l'apporteur d'affaires de liens vers les sites médias notamment, puis de son regroupage en moins rentable, je reprends, que l'idée qu'on se fait que Twitter était un espèce d'agrégateur de toute une série d'usages, en fait ça va être battu en brèche de toute façon, puisque l'histoire des internets nous montre que quand un produit est ainsi démantelé, il n'est récupéré que en partie. Le marché ne comble pas toujours le vide laissé par un produit qui disparaît ou peut être délaissé. À plus forte raison d'ailleurs, quand, comme pour Twitter, les péripéties du rachat ont pu être scrutés sous tous les apports et les difficultés financières aussi mises en lumière, et donc on se rend compte qu'un outil qui faisait tout n'était pas forcément rentable. S'il devait mourir, on peut imaginer que le marché, lui, récupère les parties les plus rentables et qu'on doive se splitter, nous, entre différents usages. On continue avec YouTube qui vise Spotify, un guide officiel de podcasting sur YouTube. Alors on va le trouver, il est là, il est rapporté par un site américain qui s'appelle 9to5 Google, se pose en passeur d'un diaporama d'ailleurs de 67 pages qui est divisé en 3 copieuses sections de conseils plutôt détaillées pour utiliser au mieux les opportunités de YouTube afin de diffuser son podcast. D'emblée, YouTube précise que ses meilleures pratiques sont des conseils pour guider que nous avons recueillis à partir de ce qui a fonctionné précédemment sur la plateforme et qu'elles ne sont jamais une garantie de succès. C'est vraiment un copieux slideshow qui est disponible via le site 9to5 Google et qui donne des bonnes pratiques sur la manière d'utiliser à la fois les visuels, le contenu, la manière de le présenter, les titrailles, etc. pour donner les meilleures chances de diffuser un contenu podcast via YouTube qui fonctionne. Difficile par contre de savoir si l'outil et les conseils ne concernent que la partie YouTube audio, YouTube Music, qui pourrait être appelé donc à être un concurrent de Spotify, ou si il s'adresse à l'ensemble des vidéos postées sur YouTube qui peuvent faire office de podcast. En tout cas, une intéressante best practice qui apparemment en plus était un document interne. Et on finit par une information qui sort de Mac Forever, qui reprend surtout une vidéo qu'on peut voir en bas d'article. Je ne sais pas si elle va charger. Oui, elle charge. Inspiration can strike anytime, anywhere, in any form. À la volée chez Spotify. C'est-à-dire, Spotify a racheté Encore. Encore, c'est un outil, une application qui permet de poster des podcasts, mais aussi de les enregistrer à la volée. On constate dans la vidéo que Encore a amélioré son noise gate, et c'est-à-dire que via un seul bouton qu'on appuie au moment d'enregistrer, on peut supprimer les bruits extérieurs, et notamment la promesse du produit que vous pouvez voir sur le site est de permettre d'enregistrer à la volée un podcast dans la rue. Moi qui galère toujours avec les moments où j'enregistre ça, là il est plus de minuit par exemple, eh bien ça pourrait être un avantage de pouvoir le faire à la volée partout où je suis, que ce soit en déplacement ou chez moi à la maison. Je trouve ça une super idée, ça me nécessite évidemment qu'on le teste, et je le ferai. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui les internets. J'espère qu'aujourd'hui aussi, malgré la petitesse de l'information, malgré le petit récapitulatif de l'information, tu as appris au moins une chose qui t'aura intéressé. Si c'est le cas, tu reviens souvent sur notre site internet pour découvrir toute une série d'infos. Tu t'abonnes à notre fil Twitter ou à notre fil Mastodon si tu n'es plus très Twitter pour voir un peu toutes les infos que moi j'ai pointées mais dont je ne parle pas forcément en audio ou en vidéo. Tu retrouves toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube, toutes nos audios sur ta plateforme de podcast préférée en cherchant l'effarouchement des étourneaux. Il n'y en a qu'un, c'est nous. Et puis si ça te plaît encore plus, tu peux aussi rejoindre la communauté Discord d'Écran Mobile FR, où j'essaye de lister tous les contenus dans des contenus bien rangés, ce qui nous permet de faire des historiques, de chercher notamment si tu dois écrire des papiers, des formations, etc. Et que c'est bien pratique de les retrouver, mais aussi tu peux amener des liens toi-même ou amener des discussions, des questions, des réflexions sur le métier lié au mobile ou aux médias numériques. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et surtout tu m'envoies du love, mais partout où c'est légal de le faire. Porte-toi bien les internets, c'était Denis Verloès pour Écran Mobile.